culture, il n'y a qu'une valeur d'échange. Et la valeur d'échange, repose sur des conventions sociales, sur des consensus qui sont culturels. On est un peu dans le plastique. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de valeur, mais c'est les consensus qui sont derrière ça. Ce n'est pas une utilité précise ou quelconque qu'il y a comme une irréductible dans l'utilité. Un édifice, ça sert effectivement habituellement à loger des choses, du monde. Il arrive, historiquement, que des structures architecturales n'hébergent plus rien, n'ont plus qu'une valeur symbolique. Les pyramides ne servent plus, évidemment. Ça fait longtemps qu'on les a vidées des sépultures pour lesquelles elles ont été construites. Ce sont devenus des objets. Et c'est vrai qu'il y a en architecture des choses comme ça. Mais c'est vrai, pas seulement l'architecture, c'est vrai de tout ce qui prend valeur de patrimoine au bout d'un certain temps. Et de ce point de vue-là, bien sûr, on met dans le créatif, dans les industries, beaucoup de choses. Mais ça fait un petit peu curieux aussi, quand même, de classer ces monuments-là, monuments du passé, qui ont très loin en arrière, qui ont existé, comme des prototypes de la créativité. C'est pas ça non plus qu'on veut évoquer quand on parle de ça. Et quand on parle de l'architecture comme industrie créative, on ne pense pas spontanément, en tout cas, il me semble que dans les mapping documents, si j'ai rappelé cet été, mais je suis passé vite sur la définition de ce que sont les industries créatives, il y a dans la notion d'industrie créative une référence très explicite à l'utilité, à la performance économique, à l'emploi, au chômage. On nous tire du côté de l'utilité plus que du côté du symbolique. Mais c'est vrai qu'on peut soulever beaucoup de contre-exemples à ce que j'ai avancé. Je répète que c'est pas tranché au couteau et que si on prend une certaine direction de trouver la valeur symbolique des choses, des objets, des gestes, bien sûr, on peut avoir de moment donné jusqu'à une valeur pure. Et quand je dis que la culture, la culture, elle a une valeur d'échange et que c'est affaire de convention, ça me rappelle le mot de Saussure sur base du trait du signe, c'est ça qu'il évoquait. Que le signe, il n'y a pas de rapport de nécessité entre la chose qui est signifiée et le signifiant lui-même. De la même manière, j'aimerais aussi pousser l'équivalence entre la théorie de la monnaie et les théories culturelles. La monnaie n'a pas non plus de valeur, sinon une valeur symbolique. Merci Gaëtan. Alors je prends les demandes de prise de parole. Je vois que Bernard Miège a demandé la parole. Je voudrais vous signaler, et alors après Gilles Pronovo, je voudrais vous signaler que cette séance-ci, on va encore procéder à l'européenne, c'est-à-dire qu'on va passer le micro laborieusement comme Canon est en train de le faire actuellement. Les séances d'après, on mettra le micro dans une travée avec son pied et à l'américaine ou à la nord-américaine, ceux qui voudront prendre la parole se mettront devant le micro et à tour de rôle la prendre. Vous dites que la tradition américaine était entravée. Voilà. Bernard. Oui, Gaëtan, je suis assez séduit par ta proposition centrale qui consiste à montrer qu'il y a d'irréductibles ou d'assez importantes différences entre les industries culturelles. Leur liste n'est peut-être pas celle que tu as indiquée. Les industries culturelles et les industries créatives. Et je suis séduit par l'idée de chercher une explication finalement centrale, unique, qui tourne autour de la question de la valeur. Personnellement, je me suis efforcé, tu verras dans le livre qui va sortir, je me suis efforcé de trouver des différences également assez importantes dans les modalités de fonctionnement des unes et des autres, pas seulement au niveau de la valeur. Cependant, est-ce qu'il n'y a pas un risque avec cette proposition, avec une proposition comme la tienne, un risque de conservatisme intellectuel et politique? Bon, est-ce qu'il y a le problème qui est derrière ça, c'est qu'il y a des stratégies engagées au niveau mondial, dans les régions du monde, des stratégies qui visent à déconstruire ce qui avait été mis en place sous le label d'industrie culturelle, pour en faire quelque chose d'autre, qui soit géré autrement, qui ait une autre dimension symbolique,
est-ce qu'on n'est pas... il n'y a pas un cours historique nouveau que marque, par exemple, la décision de l'Assemblée générale des Nations unies de décembre 2010 d'articuler culture et développement, et par conséquent d'aboutir à nier ce que tu mets en avant, ou à raboter ce que tu mets en avant par quelque chose qui est en train de prendre place, qui n'a pas encore pris place, et les différences sont importantes. Voilà, autrement dit, est-ce que ce n'est pas une vision qui est une vision déjà contestée par toute une série de stratégies économiques, politiques au niveau mondial? Voilà ma question. Enfin, je suis assez d'accord avec toi pour trouver des différences assez irréductibles entre les unes et les autres. J'en ai trouvé d'autres que toi, mais pas une seule. Mais en réalité, il y a un processus qui est engagé, qui aboutit finalement à ce que on est devant un paradoxe. Bien des gens depuis continuent à nier l'existence des industries culturelles, alors même qu'elles fonctionnent depuis longtemps. Et aujourd'hui, on est en train de les déconstruire, pour partie. Gaëtan, je te proposerai peut-être de répondre à l'importante question de Bernard après que nous ayons entendu la question de Gilles Tourneau, qui fait que tu répondras aux deux en même temps, si tu veux bien. Ce qui suppose que je suis capable de... Je te rappellerai. Construit, déconstruit. Construit social, déconstruit. Gilles Tourneau, qui est sociopenseur de sociologie au Québec intramuros. Bonjour Gaëtan. À t'entendre parler, je me rappelais, je dirais, le bon vieux temps des centres de communication, où beaucoup de gens dans notre domaine disaient tout est communication. Donc finalement, voici la science la plus fondamentale pour comprendre les changements sociaux, même davantage que la sociologie ou l'histoire ou l'économie. Et maintenant, je vois que maintenant, tout est créativité, à la limite. Hein, il y a cette tentation, bien sûr, de globalisante, naturellement, et avec les distinctions difficiles à faire entre créatif et il n'est pas créatif. Alors ça, c'était ma première remarque. Finalement, il y a une sorte de holisme latent, pas dans ce que tu dis, mais dans la notion d'industrie créative qui tenterait d'englober, je dirais, le même et son contraire dans un certain sens. L'autre remarque que je voulais faire, ça me faisait penser à la question du tourisme. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'aujourd'hui, l'industrie touristique peut touristifier à peu près n'importe quoi, y compris bien sûr les monuments anciens, y compris les quartiers populaires, les métros, les égouts, les méthaisans. Tout peut être touristifié. Une sorte d'emprise, et même les acteurs autochtones jouent le jeu. On va au Mexique, on est accueilli dans certains hôtels, de la manière dont on pense que l'Américain doit être accueilli au Mexique, avec les chapeaux, les danses et tout. Donc, c'était un peu ma remarque. Il n'y a pas un peu aussi ce processus-là de vouloir englober tant de choses qu'à la limite, on vient que ce sont des distinctions qui ne font plus sens. Merci Gilles. Je lis d'ailleurs, je rappelle que la question vient d'un grand spécialiste des sciences du loisir. Première chose, Bernard, j'ai surtout parlé de la théorie de l'erreur aujourd'hui, mais j'avais listé au départ 5 thèmes, et je ne prétends pas que la théorie de l'erreur soit la seule manière de faire des distinctions entre industrie culturelle et industrie créative. En particulier, je réfléchis beaucoup aux différences de la consommation de ces différentes productions. En particulier, tu mentionnais les modes d'organisation aussi. Bon, et faire de l'architecture, c'est pas la même chose que faire des vidéos, mais c'est très clair. Ta deuxième question était sur le danger de conservatisme. Je t'avoue que je n'ai pas pensé à ça. Au Canada, la culture est menacée par le conservatisme, mais pas tellement par la politique des industries créatives. M. Harper, le Premier ministre du Canada, fait beaucoup pour détruire la politique canadienne culturelle. La menace de ce gouvernement conservateur est réelle. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que nous avons un ministre de la Science et de la Technologie au Canada qui a été
soupçonné de manière assez objective, assez réelle par les journalistes, par les médias, d'être un créationniste. Oui, c'est un inculte. Un créationniste, ministre de la science et de la technologie, remettant en cause la théorie de l'évolution. La culture chez nous et la science sont menacées par bien plus que par les théories et les politiques de la créativité. Et j'avoue aussi que dans mon exercice, c'est pas ça qui me préoccupait. Et si je vous ai laissé entendre que je récusais les approches en termes de problématiques d'industrie créative, je me suis très bien fait comprendre. Je ne remets pas ça en cause. J'essayais d'établir dans ce que tu dis. Moi, l'holisme aussi, là, de tout et dans tout, là, je trouve que c'est bien, hein, comme philosophie bouddhiste ou je ne sais pas pourquoi, mais à un moment donné, quand on veut parler des choses, il faut bien qu'on identifie un petit peu ceci a telle particularité, cela se présente comme de telle autre manière, etc. C'est ça que j'essaie de faire. J'essaie de dire, oui, il y a une parenté entre toutes ces activités qui est celle de l'importance de la création. Okay? Mais ceci étant dit, est-ce que ça légitime qu'on traite tout ça de la même manière et qu'on dise, bon voilà, il y a qu'un seul univers, il y a une caractéristique, et puis passons à autre chose. J'essaie plutôt de voir à l'intérieur de ça, est-ce qu'il n'y a pas des distinctions fondamentales qui impliquent aussi des politiques très différentes. Parce que s'il y a une valeur d'usage, il y a des conséquences à ça, s'il y a une valeur d'usage assez précise et qui prend le pas sur la valeur d'échange, de la manière dont je l'ai posé, on ne peut pas appliquer à ces activités-là la même politique, par exemple, de soutien à la création qu'on applique aux arts et arts classiques. Ça a ça comme conséquence. Je ne pense pas que ce soit conservateur, mais ça nécessairement conservateur, mais ça a des implications réelles au niveau de l'élaboration des politiques. Au Canada, Bernard, par ailleurs, tu semblais dire que les politiques concernant la créativité étaient porteuses de certaines transformations et d'un certain progressisme. Je voudrais, mais quand on écoute aussi des hommes politiques comme Roussel, je suis assez porté à croire que c'est juste pour ça. Mais par ailleurs, ces politiques peuvent aussi être porteuses d'une idéologie conservatrice. Je t'ai bien compris. Non, je n'ai pas dit que c'était progressiste, j'ai dit que c'était en action, en œuvre, ouais. Et que ça remettait en question jusqu'au droit d'auteur, par exemple. Oui. Oui. Et c'est une des conséquences importantes. Et jusqu'au professionnalisme. Si on met tout dans le même paquet, oui. On court le danger de considérer la question des droits d'auteur de la même manière que les intellectual property rights, plus étendus. Et ce n'est pas vraiment tout à fait la même chose. Jusqu'au professionnalisme. Voilà. Alors c'est pour ça qu'il faut établir certaines distinctions théoriques pour bien poser certains enjeux très pratiques comme celui de la question de la propriété des droits intellectuels, des droits d'auteur. Il me semble, Gaëtan, que tu as répondu également à la première partie de la question de Gilles, en même temps qu'à celle de Lana. Sur la seconde partie, sur le tourisme. Le tourisme, oui. Oui, le tourisme, si jamais à faire une carrière, je pense que je m'intéresserais beaucoup au tourisme. C'est un monde, c'est devenu l'industrie la plus importante sur la planète, le tourisme. Bon, mais c'est protéiforme aussi, on met beaucoup de choses dans le tourisme. Ça va des hôtels, en passant par la restauration, les musées, tout peut rentrer et solliciter actuellement en matière touristique. Ceci étant dit, ce serait pour une autre vie, et donc je ne connais pas beaucoup, sauf comme usager, comme consommateur, je ne connais pas beaucoup l'industrie touristique. Bien, je pense que, j'ai vu que plusieurs d'entre vous avaient des velléités de prise de parole, mais je pense qu'il est temps maintenant que nous arrêtions des échanges sur cette première contribution. Je vais donc te demander, Gaëtan, de laisser la place parce que Philippe Bouquillon a lui-même un transparent qui va mettre sur l'ordinateur. Je te remercie encore beaucoup, Gaëtan, pour cette intervention séminale et qui, j'en suis sûr, va susciter au cours de ces 3 jours de nombreuses réactions. Philippe Bouquillon, vous le connaissez, Philippe est professeur à l'Université Paris 13 au Leipzig et il est le directeur, c'est lui qui a dirigé l'ANR qui nous vaut ce colloque. Je pense d'ailleurs que Philippe va d'une certaine façon ajouter sa pierre à l'échange qui vient d'avoir lieu entre Bernard Miège et Gaëtan Tremblay, puisque
à travers ces trois, alors je les appelle des systèmes, je croyais que je les appelais des paradigmes. Ah, d'accord, bon, voilà. Alors, je n'ai rien dit, et je découvre avec nous tous ce dont tu vas nous parler. Comme Gaëtan, j'ai, entre le moment où le titre a été proposé, voilà, j'ai décidé un petit peu de changer de thème. Mais en revanche, j'ai un petit problème avec le PowerPoint. Ah, mais c'est parfait. Voilà, l'idée était plutôt, dans le temps imparti, dans les 20 minutes, de reprendre un peu les travaux qui collectivement ont été faits dans le cadre de l'ANR et de procéder donc en deux temps. Dans un premier temps, de reprendre ce que nous avons fait, hein, la poursuite finalement de la critique de la notion d'industrie créative, et dans un second temps, d'émettre quelques propositions en vue d'une théorie critique des industries créatives, ou peut-être, comme le titre de notre ouvrage, Bernard Miege, j'aimerais bien l'a repris, une industrie des biens symboliques. Alors, bien sûr, tout ça s'appuie sur un travail collectif et commun. Bon, pour autant, tout ce que je vais dire ne sera sans doute pas partagé par tous les participants de la recherche, mais je crois que chacun va s'exprimer durant ce colloque, donc les nuances de point de vue pourront apparaître. Alors, premier point, je vais peut-être passer assez brièvement, parce que ce sont des choses connues. Donc, premier point, la poursuite de la critique de la notion d'industrie créative, hein, qui avait été notamment entamée très vite par Nicolas Garnham, Philippe Schlesinger, Gaëtan Tremblay, quelques années après l'apparition de la notion. Premier point de cette critique, c'est essayer de tenir compte des origines de la notion, et on voit combien cette notion finalement forme un cadre idéologique. Premier point de ce cadre idéologique, c'est la dimension libérale. Dans son cadre même de construction, cette perspective libérale est inscrite puisqu'il s'agissait, notamment au Royaume-Uni, de permettre la transformation du labour en new labour, avec des références très fortes aux travaux des conservateurs, et notamment un rapport fait en 1983 sous l'initiative du gouvernement de Thatcher, donc à l'époque où émergeait la notion de société de l'information et bien sûr derrière la libéralisation des télécommunications. Libéralisme, dimension libérale aussi dans les propositions. Dans la définition qui va être donnée en 2001 par le département britannique des médias, des cultures et des sports, on insiste beaucoup sur la créativité individuelle. On ne fait pas référence aux organisations, mais à l'individu, qui serait la source de créativité. Deuxième point dans ce cadre idéologique, on voit combien cette notion a servi de perspective de sortie de crise par le développement de l'économie matérielle et par le développement d'éthique. C'est quelque part un nouveau grand projet à la suite de ceux qui se sont développés dans les années 90 autour des autoroutes et puis de la société de l'information. Alors, dans l'ensemble des discours officiels tenus sur les industries créatives, il est affirmé que celles-ci auraient une croissance plus importante que les autres. Et que cette croissance plus importante s'appuierait sur les mouvements de culturalisation de l'économie et sur une croissance de l'économie symbolique. Alors, juste un petit point statistique, quand on regarde les seules industries culturelles, on s'aperçoit que leur part en Europe dans la richesse nationale, leur part relative n'a pas cru. C'est un point quand même à souligner. Bien évidemment, là, cette promesse, avec le mouvement holiste qui avait été souligné, cette croissance plus importante, elle s'appuie sur le différentiel de croissance qu'il y a, par exemple, entre l'économie du cinéma et celle des jeux vidéo, comme Gaëtan Tremblay avait remarqué dans son article de 2008. Fort proportion à créer des emplois, là aussi, ces industries qui créent plus d'emplois que d'autres, tout simplement parce qu'il y aurait plus de PME et beaucoup plus d'auto-entrepreneurs. Plus fort ancrage territorial, la créativité reposerait donc sur des talents créatifs qui seraient ancrés dans les territoires et qui seraient en très forte interrelation dans un territoire donné. Ce qu'on note aussi dans cette perspective de la notion d'industrie créative comme sortie de crise, c'est qu'il y a très peu de réflexion sur les caractéristiques de l'industrialisation. Quels sont les liens entre industrialisation et création? Eh bien, à la lecture de l'ensemble des documents officiels, on ne sait pas trop. Les travaux sont beaucoup plus enclins à développer des mappings. On fait la cartographie, on essaie de mesurer la contribution à la croissance, à l'emploi, plutôt qu'à essayer de comprendre ce qui se passe réellement entre industrie et création.
Cette notion, comme ça a été dit, va avoir un grand succès à l'échelle internationale. Elle va apparaître d'une part comme étant une chance pour les anciens pays industriels dans la nouvelle division internationale du travail, mais très rapidement, la proposition va se retourner, et notamment sous l'impulsion d'organismes internationaux comme l'UNESCO, l'UNICEF, la Banque mondiale, mais aussi l'Union européenne. Ça va être présenté comme étant une chance pour le Sud. Les pays émergents, mais aussi les pays les moins développés, trouveraient là les moyens d'une croissance nouvelle, sans investissements initiaux importants. Les statistiques de la CNUSED, commentées tout à l'heure par Gaëtan, et cette fois-ci en 2010, avec les mêmes faiblesses statistiques qui ont été signalées, soulignent que grâce aux industries créatives, les pays du Sud augmenteraient leur participation dans le commerce international, y compris après la crise de 2008. Il y aurait de même une forte croissance des échanges sud-sud, donc on échapperait à cette confrontation nord-sud. Les documents reconnaissent tout de même de fortes disparités entre ces pays dits du Sud, cette catégorie évidemment qui mérite et n'a rien de sens. Et lorsqu'on regarde la place des 79 pays dits ACP, les documents officiels peuvent reconnaître que leur place dans le commerce international reste aujourd'hui négligeable. Troisième élément du cadre idéologique, c'est une forte cohabitation entre une dimension libérale qu'on vient de souligner et un interventionnisme public. Quand on regarde la définition officielle britannique des industries créatives de 2001, on voit que le troisième point le plus important, c'est vraiment la question centrale des droits de propriété intellectuelle dont nous venons de parler. Alors, avec ce cadre idéologique, on s'aperçoit qu'il s'agit notamment d'accompagner 4 grandes évolutions sociales. La première de ces évolutions sociales concerne les politiques culturelles. Au Royaume-Uni, le thème des industries créatives, comme l'avait souligné Nicolas Garnham, a pu venir soutenir les politiques culturelles en place et les acteurs culturels traditionnels qui essayaient de récupérer un peu du prestige et du dynamisme que l'on prêtait aux acteurs de la société de l'information. Mais par la suite, et c'est frappant quand on lit tous les rapports européens, les rapports officiels en Europe des années 2000, on voit plutôt qu'il s'agit de remettre en cause les politiques publiques et en particulier les politiques publiques culturelles telles qu'on les a conçues en France. Avec l'idée que finalement les finalités esthétiques ou les finalités sociales telles que la démocratisation de la culture n'ont plus lieu d'être à l'heure des industries créatives. Les politiques publiques, dans l'esprit de nombre de rapports officiels en Europe, doivent au contraire favoriser l'insertion de la culture dans l'économie. On le voit notamment à travers l'insistance sur la notion de travailleur créatif. L'homme de culture souhaité par les rapports, c'est quelqu'un qui est un bon marketeur, un bon manager, qui connaît la comptabilité, qui a le souci d'abord d'exporter. Donc on voit combien ce mouvement rejoint un mouvement plus ancien, en gros, de justification des politiques publiques culturelles par l'économie. Toujours dans l'évolution des politiques culturelles, il y a l'idée qu'elles devraient évoluer, c'est exprimé très nettement dans le rapport allemand par exemple, vers des politiques industrielles standards. Avec dans certains pays, et je regarde de Moscou, c'était très discuté en Russie, l'idée que l'existence même d'un ministère de la Culture, à certains égards, peut constituer une gêne, puisque l'existence d'un ministère de la Culture ou de mesures spécifiques gênerait finalement l'insertion de l'économie dans l'insertion de la culture dans l'économie. Quand on voit les propositions de politique publique dans le rapport allemand pour le niveau fédéral, on s'aperçoit qu'elles se déploient à 2 niveaux. D'une part, il est préconisé que l'État ne soutienne plus l'offre, mais qu'au contraire, il développe des actions de communication, notamment afin de sensibiliser le secteur bancaire pour qu'il s'intéresse aux industries créatives et qu'il aide au financement de ces entreprises. De même, il s'agirait, dans cette politique de communication financée par l'État, de favoriser les interactions entre les diverses composantes des industries créatives, notamment pour favoriser les transferts de créativité et puis les liens entre petites et grandes entreprises au cœur de la création d'emplois. D'autre part, il est préconisé de faciliter l'accès au financement
de la recherche pour les entreprises d'industrie créative qui ne déposent pas de brevets, mais qui ne feraient que ce qu'on appelle des soft innovation. Deuxième évolution sociale qu'il s'agit d'accompagner avec cette idéologie, c'est la question du renforcement de l'extension des droits de la propriété intellectuelle, enjeu qui a été souligné par Gaëtan Tremblay dans son article de 2008. On a vu des choses très intéressantes se développer autour des négociations autour de l'ACTA, que le Parlement européen a récemment refusé, et on voyait combien des industriels, par exemple du secteur de la mode, étaient en faveur d'une évolution du régime des droits de la propriété intellectuelle et pouvaient recourir aux notions d'industrie créative pour essayer de faire avancer leur stratégie. Même chose, on voit combien cette notion est utilisée dans des tentatives de renforcement des pays dans des pays qui ne les appliquent pas, ou aussi pour essayer de privatiser des biens collectifs. D'ailleurs, il est très intéressant de voir que le rapport 2010 de la CNUSED, qui chante les louanges du commerce international et de nouvelle place du Sud dans le commerce international, souligne que cette nouvelle place a un prix, qui est le respect par les pays du Sud des pays. Troisième évolution sociale importante qu'il s'agit d'accompagner, c'est la question de la flexibilité du travail. Alors, ça renvoie bien sûr à une certaine vision culturelle de l'innovation, et que Nicolas Granat a pourtant bien étudié dans sa généalogie de la notion d'industrie créative ou d'économie créative. Éric Georges s'est intéressé aussi à cette question, notamment lorsqu'il a étudié les industries de l'information au Québec. Et on voit combien cette question est liée au passage de la notion d'industrie créative à celle d'économie créative. Ce passage se produit au milieu des années 2000, notamment en Grande-Bretagne, où la notion d'industrie créative connaît un certain essoufflement. Alors il y a l'idée, et là on retrouve la perspective holiste qui a été soulignée tout à l'heure par Gilles Pronovo, que finalement les industries créatives vont fertiliser l'ensemble de l'économie qui deviendrait créative. La dimension symbolique de la plupart des productions se développerait. On souligne beaucoup le rôle du design dans ces transferts de créativité. Le design, c'est vraiment la courroie de transmission de la créativité des secteurs les plus créatifs vers les secteurs les moins créatifs. Alors évidemment, pour que ce beau scénario se déploie, il faut favoriser l'implantation dans les secteurs non culturels des modes d'employabilité à l'œuvre dans les industries culturelles, et en particulier l'organisation par projet et la relative faiblesse des salariés permanents, d'où les appels à la flexibilité du travail, qu'on retrouve par exemple aujourd'hui dans le projet Europe 2020. Quatrième thème, transformation sociale que la notion d'industrie créative permet d'accompagner, c'est évidemment la remise en cause de l'exception culturelle. Alors, ce qui est fondamental, et on a commencé à l'évoquer tout à l'heure avec l'intervention de Gaëtan, c'est qu'on voit que ce qui est au cœur de ce phénomène, c'est d'abord l'évolution de la notion de culture. Avec l'idée d'industrie créative et plus encore avec celle d'économie créative, est mise en avant dans de nombreux discours une nouvelle définition de la culture qui dépasse la seule culture des œuvres de l'esprit, y compris dans la forme industrielle, et qui incorpore l'ensemble des produits ayant une dimension symbolique. Et là, je vais revenir dans quelques instants autour d'exemples d'artisanat d'art en Inde, on voit combien finalement une nouvelle notion de culture s'affirme au croisement entre culture au sens d'œuvre de l'esprit, culture au sens anthropologique et culture d'entreprise. Et tout ça étant destiné à mettre la culture au service de l'économie. La culture, c'est un input pour l'économie. Alors évidemment, si on retient une définition de la culture qui comprend tous les biens symboliques au croisement de ces trois notions de culture, on voit qu'il y a, oui, dans la même catégorie, des biens qui sont d'ores et déjà insérés dans le commerce international lambda des produits, et d'autres qui ne le sont pas. Donc, évidemment, l'ensemble de l'exception culturelle est remise en cause. Et à cet égard, on voit combien la notion d'industrie créative participe d'un mouvement plus ancien, plus large, auquel la notion de diversité culturelle concourt, auquel des acteurs tels Tyler Cowen, un grand profondeur de l'exception culturelle française, aussi concourent. Alors, quelques éléments de statistiques, et là on rejoint le propos tout à l'heure
de Gaëtan Tremblay. Ce sont des statistiques qui ont été faites par l'OCDE en 2006 et qui, pour dire vite, essayent de mesurer le concours des industries créatives à la richesse nationale. Vous voyez que le pays champion de l'exception culturelle est le pays, finalement, dans lequel l'économie des industries créatives joue le moindre rôle. Alors bien évidemment, il faut le dire, ces statistiques agglomèrent des données produites nationalement, et on additionne donc des choses qui n'ont absolument rien à voir. Le retraitement qui est fait n'est que marginal. Ça, c'est un grand problème des statistiques internationales, mais en revanche, il y a là un poids idéologique tout à fait clair. On voit que le pays champion, finalement, des industries créatives, le Royaume-Uni, est celui qui, finalement, est le plus créatif. Alors, maintenant, peut-être quelques propositions, après cette poursuite de la critique, quelques propositions sur lesquelles nous avons travaillé pendant ces 3 ans, autour de 2 thèmes. L'idée centrale, bien sûr, sera de souligner qu'émerge sans doute une notion, une sorte d'idéaltype des industries créatives, des industries des biens symboliques, et qu'il y a différentes tendances, différents mouvements qui permettent de renforcer cette tendance. Avec 2 idées principales. Tout d'abord que les relations entre activités différentes s'intensifient, entre industrie de la culture et industrie de la communication, en particulier parce que les industriels de la communication, beaucoup d'entre eux, souhaitent accroître la dimension symbolique de certaines de leurs productions, mais aussi, en dehors de cette relation entre l'industrie de la culture et de la communication, on voit des exemples d'intensification des relations entre design et artisanat d'art. Deuxième tendance à laquelle on s'est intéressé pendant ces 3 ans, c'est qu'il y a sans doute, du fait de la dimension symbolique partagée de ces activités, certains points communs. On a souligné tout à l'heure des différences. Ici, on ne s'attache pas plutôt à souligner les points communs tout en reconnaissant l'existence de ces différences. Alors, les dimensions symboliques, la dimension symbolique et l'intensification de relations interfilières. On va voir qu'elle joue à 2 niveaux. Au niveau de la financiarisation, au niveau de l'industrialisation. Alors tout d'abord, au niveau de la financiarisation, on voit que dès les années 90, les acteurs des industries de la communication qui étaient le plus proches finalement du monde de la culture, des contenus, sont ceux qui ont fait l'objet des plus fortes spéculations financières. Dans les années 2000, on a vu la même chose, on a fait le crack de 2001, et on a vu par exemple combien la courbe de la valorisation boursière d'Apple a cru, s'est augmenté au moment où le succès d'usage d'iTunes a été confirmé. Non pas le succès en termes de rentabilité, mais seulement le succès d'usage. Donc là, on a vu que la stratégie d'Apple dans le domaine de la culture, qui correspondait à une volonté délibérée de la part de Steve Jobs pour, on dirait généralement, accroître le caractère symbolique des productions d'Apple, a été récompensée d'emblée par les cercles financiers. Alors, pourquoi il y a un lien finalement entre dimension symbolique et financiarisation? Bien, pour dire les choses très vite, parce que dès l'instant qu'on est dans l'économie des biens symboliques, ça devient très compliqué. Le calcul économique est très difficile à opérer. Interviennent le caractère aléatoire du travail artistique, le nobody knows, des incertitudes réglementaires. Donc on est dans du risque, mais avec des gains qui peuvent être très importants. Sur le plan industriel, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est des choses très connues. L'idée étant plutôt ici d'identifier ces tendances. On voit combien les acteurs des industries de la communication ont décidé d'accroître la dimension symbolique de leur offre via la diffusion de produits culturels, eh bien, ont obtenu des avantages par rapport à leurs concurrents. Des avantages qui peuvent être directs, c'est au cœur de l'activité d'acteurs comme Amazon. Ce peut être des ressources additionnelles, encore relativement faibles par rapport à l'ensemble de leurs ressources, dans le cas d'Apple, et surtout, ce sont des effets d'externalité grâce à la culturalisation de leurs produits,
qui permettent à ceux-ci d'échapper à la concurrence par les prix, en partie, et aussi produits dont l'obsolescence est favorisée. Alors, ce qu'on voit quand même, c'est que l'accroissement des relations entre industrie de l'agriculture d'un côté et industrie de la communication de l'autre font que les acteurs qui entrent dans ce système de relations tendent à former système. Alors, généralement, ces relations sont initiées par les acteurs des industries de la communication, qui se positionnent plutôt en aval des filières, qui investissent assez peu dans la production du contenu originaux. Mais leur entrée dans l'économie des contenus a un impact très fort sur l'économie des acteurs historiques des contenus. Ils imposent des prix qui vont servir de prix étalon. On l'a vu par exemple avec les 99 cents d'iTunes pour le domaine de la musique. Et donc ils contribuent à diminuer les marges des acteurs historiques de la musique. On pourrait avoir des conclusions différentes si on regarde ce qui se passe dans certains cas entre design et artisanat d'art, mais quoi qu'il en soit, on sent quand même une intensification de ces relations d'ordre industriel. Après la question de l'intensification de la relation, la seconde proposition à laquelle nous sommes intéressés, c'est éventuellement celle de points communs, celle de points communs qu'on trouverait autour de modalités de rationalisation communes dans les diverses filières. Et le point central qui expliquerait pourquoi il y aurait des points communs est lié bien évidemment à l'intervention en amont de personnel de création, qualifiés d'artistes dans les industries culturelles, de créateurs dans d'autres activités. Et c'est eux, évidemment, c'est leur intervention qui confère la dimension symbolique aux activités, et la présence de ces travailleurs appelle des modalités particulières d'organisation des filières, et on retrouve certains traits au sein de différentes filières. Alors, premier élément qui est très important, c'est qu'on voit émerger des acteurs qui tiennent la fonction centrale, un terme important de la notion d'industrie culturelle. On le voit émerger dans des activités étrangères au monde des industries culturelles. Et peut-être dans les 2 minutes qui me restent, je vais évoquer très rapidement la question de rapport entre design et artisanat d'art en Inde, où on voit que des ONG renouveler complètement cette activité d'artisanat d'art, notamment dans le domaine du tissu, des textiles. C'est une étude qu'on a faite avec Julie Pechini et Catherine Savant-Chabert. On voit que ces ONG se placent comme occupant la position centrale, organisent dans certains cas l'externalisation des tâches de création auprès de travailleurs indépendants ou auprès de structures de petite taille. Donc là, on voit se recréer un oligopole à frange, qu'on connaît bien, dans le cas des industries. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces ONG qui intègrent le design ne sont pas de simples intermédiaires qui relieraient une offre et une demande préexistante, mais ce sont vraiment des acteurs qui vont configurer l'ensemble de la chaîne, de la création jusqu'à la diffusion. Et on voit que très souvent, les artisans prennent peu ou pas d'initiative. Les designers vont fixer les caractéristiques formelles des productions, les formes, les contenus, les matières utilisées, les techniques précises de fabrication, les modalités de la division du travail, les conditions de rémunération des artisans. Et les objectifs de tout ça est d'arriver à ce que les produits artisanaux correspondent à ce qu'on pourrait appeler une ligne éditoriale. Sans cette ligne éditoriale, la marchandisation, enfin la mise en marché de ces produits en dehors de leur communauté d'appartenance serait extrêmement difficile, puisque autrefois ces produits, lorsqu'ils étaient faits seulement dans le cadre de la communauté, étaient souvent des marqueurs de statut et donc ne pouvaient être utilisés que par les personnes relevant de ce statut. Donc là, on voit que cette mainmise sur le processus de rationalisation, de création et de production est essentielle à la mise en marché de ces produits. Autre point important que l'on voit, c'est combien les designers, finalement, vont être actifs pour construire la valeur symbolique de ces produits, et ils vont les construire comme étant des produits culturels. Mais attention,
culturelle au sens de la définition de la culture que nous allons voir, et qui est au confluent de la culture au sens d'œuvre de l'esprit, de culture au sens anthropologique et de culture d'entreprise. Alors, le design, selon, là je reprends le discours même des ONG et des designers, grâce au design, ces productions artisanales entreraient dans la modernité marchande. L'intégration de ces produits dans les marchés indiens ou internationaux est vue comme étant le signe de leur reconnaissance en dehors de leur communauté de production. Il y a l'idée aussi, pour peut-être résumer ce que je dis ici, que finalement c'est grâce aux designers et grâce à la culture d'entreprise qu'ils reflètent que finalement une certaine vision de la société, un certain projet politique est inséré dans ces produits. Tous ces produits de design reflètent une vision de la société indienne, et c'est grâce à la culture d'entreprise que promeuvent ces designers que ces objets reçoivent cette dimension culturelle, politique et sociale. Ça permet justement de les comparer à des produits artistiques. Alors, les designers, en général, ne mettent jamais en avant un créateur particulier, contrairement à ce qu'on peut voir dans les industries culturelles, mais on reprend la tradition, mais enfin, l'idée de tradition, mais avec cet élargissement, on passe de la tradition d'une communauté à ce qui serait la tradition indienne, évidemment, qui est construite. La tradition indienne, ça ne veut sans doute pas dire grand-chose, donc on est vraiment là dans le cadre d'une construction, et il y a l'idée que ces produits, par le travail qui est fait, par les designers, notamment le travail social, d'aide aux artisans, ces produits acquièrent une dimension de distinction sociale, puisque les personnes, notamment les membres des classes moyennes indiennes qui aujourd'hui les achètent, reproduisent une vieille tradition indienne d'aide des classes les plus favorisées en direction des classes ou des groupes les moins favorisés. Voilà, donc j'étais un peu rapide, mais je pense que Julie Pékeny, Catherine Savant-Schreiber reprendront ces questions plus amplement dans une communication qui sera spécifique. Alors peut-être en conclusion, souligner à combien l'ensemble des discours qui ont été tenus depuis la fin des 90 ou les débuts des années 2000 appellent des critiques. Cela dit, de notre point de vue, en tout cas pour certains d'entre nous, on voit émerger une sorte de catégorie générale idéale typique, qu'on nomme soit industrie créative et que nous avons préféré appeler industrie des biens symboliques, et qui finalement est liée à trois tendances. La première, c'est l'intensification des relations entre des filières différentes, relations destinées à accroître la dimension symbolique des productions. Deuxième tendance, c'est le développement de caractéristiques communes liées à la dimension symbolique de ces activités, à en particulier l'intervention de travailleurs de la création. Et la troisième tendance, c'est l'affirmation d'une nouvelle représentation normative de la culture, transversale au domaine considéré, et qui associe œuvre de l'esprit, culture au sens anthropologique et culture d'entreprise. Donc on voit combien ce mouvement finalement en faveur de la notion, enfin cette évolution de la notion de culture a été très important pour accroître, pour renforcer la légitimité politique et sociale de la notion d'industrie créative, mais aussi pour renforcer dans les faits les relations entre les divers acteurs. Et en conclusion de la conclusion, il n'y avait dans notre esprit aucune opposition entre la reconnaissance de l'existence d'une catégorie générale idéale typique des industries créatives, des industries des biens symboliques et la théorie des industries culturelles, mais que bien au contraire, ce sont les théories des industries culturelles qui nous fournissent l'essentiel des outils conceptuels pour analyser ces mouvements. Je vous remercie, je suis désolé, je vais... Merci Philippe, il nous reste 5 grosses minutes, ou petites minutes avant de prendre la pause. Je vais donc te donner la parole à ceux qui t'ont écouté avec intérêt.
auparavant, je voudrais juste te faire remarquer que par ton exposé, tu as complété et enrichi un point de l'exposé de Gaëtan tout à l'heure. Lorsque Gaëtan nous disait que du point de vue des pratiques, on voyait en quelque sorte du vieux vin dans des nouvelles outres, c'est-à-dire le thème de la promotion des beaux-arts d'un côté, et puis de l'autre côté le thème de l'innovation, de la créativité dans les entreprises, reprendre, enfin se parer des atours de la créativité, alors qu'en fait c'était des pratiques qui existaient de longue date. Tu dis la même chose, mais tu ajoutes un point supplémentaire qui est que, en fait, le modèle managérial, celui de la créativité dans les entreprises, s'étend au secteur de la culture. Ça, c'est sans doute un point très important sur lequel nous aurons à revenir, et qui fait d'ailleurs que du coup, le vin, certes, est un vin ancien, mais coupé, il prend des valeurs nouvelles. J'achève sur mes métaphores gastronomiques, surtout qu'on pourrait dire la même chose pour la bière, les bières et les nouvelles barriques. Je laisse la parole à qui veut la prendre. Moi j'aurais une question, avant que d'autres viennent de la salle, une question technique, enfin factuelle. Tu as expliqué tout à l'heure que, d'une certaine façon, les mouvements théorico-politiques autour des industries créatives étaient nés notamment en Grande-Bretagne autour de l'idée de revaloriser, ou de défendre, ou de conforter, ou de légitimer des politiques en matière d'industrie culturelle, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans d'autres pays. Mais que, en Grande-Bretagne comme ailleurs, on avait vu finalement, par une sorte de retour de bâton, la thématique des industries créatives servir au contraire à affaiblir les politiques de soutien structurel aux industries culturelles. Ma question est simplement, est-ce que tu pourrais nous éclairer sur ce qui fait quand même les différences entre, je dirais, le premier rapport publié sous Thatcher, la politique mise en œuvre par Blair et la position actuelle de Cameron, Blair-Warren, disons, et la politique actuelle de Cameron. C'est pas tout à fait la même chose quand même. Est-ce que tu peux introduire des nuances par rapport à cela? Oui, alors par rapport à la perspective de Thatcher, qui est quand même très centrée sur la nécessité de libéraliser les télécommunications, parce que le Royaume-Uni a été l'un des premiers pays à le faire, parmi les pays de l'OCDE. Donc c'était quand même très lié à cette perspective TIC, libéralisation des télécommunications et société de l'information, beaucoup moins lié d'une part à la question évidemment des produits culturels et d'autre part à la question des rénovations urbaines, puisque les dégâts causés par Thatcher n'étaient pas encore en place, produits au moment où, en 1983. Donc je crois que la perspective Blair, c'est justement tenir compte de l'évolution de l'économie britannique vers une économie des services, accompagner les services financiers par d'autres types de services qui reposent sur la création au sens très très large. Et le premier secteur de la création, c'est l'université. C'était dit très clairement dans les textes britanniques du début des années 2000, donc réorienter une économie des services aussi vers ces secteurs-là. Autre point très important, c'est la place de Londres. C'est affirmer Londres comme étant la plaque tournante de l'ensemble des industries, notamment autour des TIC, dans le monde et d'abord évidemment dans le cadre européen. Alors, s'agissant de la politique de Cameron, je pense que Jacob serait mieux à même que moi de répondre. J'ai quand même un peu le sentiment que ce thème n'est plus très fort au Royaume-Uni. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jacob. D'accord avec toi, oui. Ça ne semble pas être une priorité, moins une priorité rhétorique que du temps de Blair. Jacob, le micro te vient.
tu vas pouvoir parler plus clairement. Donc je disais simplement que d'après ce qu'on pouvait observer, je pense qu'on en reparlera demain et après-demain, mais cela ne semble plus être constituer une priorité sur le plan des discours et des représentations idéologiques véhiculées par le gouvernement, par le pouvoir politique actuel. Ensuite, ce qu'on remarque aussi, c'est un certain flottement, je crois, tu l'as dit aussi dans l'ouvrage, tu l'as écrit dans l'ouvrage paru l'an dernier, à savoir le retour à l'appellation industrie culturelle et créative, hein, qu'on retrouve également au niveau européen. Voilà. Il y a un phénomène intéressant, c'est la publication du rapport par Booz & Co. Il y a quelques semaines, cofinancé par Google et Creative England. Et la définition qu'il donne des industries créatives, ce sont les industries culturelles. Par définition, pas théorique, mais en termes de champ, ce sont les industries culturelles. Le visuel, le cinéma, le livre, la musique enregistrée, les jeux vidéo. Tout le reste ayant complètement disparu du champ étudié. Et avec, là, bien évidemment, des constats statistiques très très différents de tous ceux mirobolants qui avaient été faits lorsqu'on mettait ensemble des activités plus disparates. Là, le constat, c'est plutôt une perte d'importance dans la décennie de ces industries créatives qui sont en fait des industries culturelles. Une perte d'importance tant en termes, et au niveau européen d'ailleurs, si on prend aussi ces stats, il faut prendre beaucoup de précision. En tout cas, une perte d'importance au Royaume-Uni très claire en termes de participation au PNB ou une stagnation en termes d'emploi. Avant de donner la parole à Gaëtan Tremblay, qui l'a demandé, je me sens que peut-être il faut aussi situer la question des industries créatives en Grande-Bretagne par rapport au poids plus ou moins important des services financiers. La question étant de savoir si, à un moment, il avait été engagé que les services financiers baissent, décroissent, et puis du coup, ils remplacent quelque chose qui aurait ressemblé. Je ne sais pas ce qui est passé. Gaëtan a demandé la parole, et après, je crois que nous prendrons la pause. Merci. Philippe, dans vos investigations, avez-vous accordé une certaine attention à l'impact de ces politiques de promotion de la créativité sur les médias en particulier et sur les industries culturelles classiques? Ce que je veux dire par là, et ce qui me fait penser à la question, c'est que moi j'ai entrepris une recherche sur la transformation de l'industrie télévisuelle à l'ère de la créativité en particulier. Et j'ai commencé à faire des entretiens avec des artisans des médias publics français, britanniques et canadiens. Et je leur pose des questions parfois sur la créativité, sur la création, et je ne sens pas vraiment un lien entre leurs préoccupations et le discours sur les industries créatives. Quand on leur parle de créativité, ils pensent bien sûr à la création de programmes, et ils sont très préoccupés de la répartition, encore maintenant, entre les budgets qui vont à la production d'îles indépendantes et à la production de maisons. Bon, la répartition des quotas, des droits, etc. En France, comme en Grande-Bretagne, comme chez nous, j'ai constaté les mêmes choses. Et la promotion de la création dans d'autres secteurs que les médiatiques, mais dans le domaine du théâtre, par exemple, ce que je vois, c'est que là, ils sont plutôt contents, satisfaits de voir que les pouvoirs publics s'intéressent à la création. Mais c'est pour renforcer les politiques que je qualifiais de classiques, traditionnelles de la culture. Il n'y a pas en tout cas, chez ces gens, il n'y a pas de prise en considération de l'élargissement des secteurs de la création. Je n'ai pas entendu de réflexion sur l'impact positif ou négatif de l'intégration du design, par exemple. Est-ce que vous avez noté des choses à ce propos-là sur la reprise, autrement dit l'impact de ces politiques et de ce discours sur les industries créatives, l'impact et la reprise par les acteurs des médias et des industries culturelles? Alors déjà, je crois qu'il faut savoir qu'en France, la notion d'industrie créative est regardée comme avec méfiance par le ministère de la Culture.
on l'a vu notamment dans le cadre des négociations au sein d'Eurostat et du groupe SSNet Culture, auquel on a été un peu associé. Voilà, donc les initiatives viennent plutôt du niveau local. Alors, quand même, trois phénomènes. D'abord, c'est vrai qu'au niveau local, on voit des craintes que des arbitrages négatifs se produisent au détriment, par exemple, du patrimoine, ou plutôt du spectacle vivant, en fait, et à l'avantage des jeux vidéo, de la soirée, etc. Second point qu'il faut mettre en avant, c'est la question des ministres. La question, on l'a vu dans une étude avec Kenny, sur les politiques culturelles, il y a la possibilité pour le gouvernement ou les autorités territoriales de subventionner les activités culturelles faisant partie de l'exception culturelle sans demander l'autorisation préalable à l'Union européenne, dans une certaine mesure. Donc là, la définition de ce que sont les industries culturelles, et ce que sont les industries culturelles qui peuvent recevoir ces industries au titre de l'exception, eh bien, là, les acteurs ont peur que la notion d'industrie créative vienne changer les règles, ou parfois espèrent qu'elles viennent les changer. Par exemple, le fait que le jeu vidéo soit maintenant considéré comme une politique, comme une industrie culturelle, a permis au CNC de financer les jeux vidéo, et je crois que le CNC était bien heureux de voir il y a quelques mois que finalement Bruxelles a avalisé les aides qui avaient été accordées à des entreprises françaises. Donc ça, c'est un point aussi qui est important. Il y a un troisième point, mais je viens de l'oublier à l'instant. Oui, donc le niveau territorial, le niveau des aides admissibles. Le troisième point important, c'est que beaucoup d'acteurs des industries culturelles disent aujourd'hui il y a la catégorie qu'il faut prendre en compte, c'est tout simplement nous, industrie culturelle, mais c'est l'ensemble. J'ai employé le terme qu'eux emploient ou qu'emploierait Apple, c'est l'écosystème. Il faut faire payer les fabricants de matériel. Et ce matin, je crois que la mission Lescure a annoncé, j'ai entendu ça brièvement à la radio, je n'ai pas du tout d'informations, je l'avance sans doute, mais qu'on va demander aux fabricants de smartphones d'acquitter une redevance. Les sociétés de gestion de droits aussi sont très attentives à ces questions, se disent qu'est-ce qui se passe avec le développement du cloud computing lorsque eh bien, on passe de supports qu'on sait taxer, qu'on taxe légalement, à des supports virtuels. Qui va payer. Voilà, donc ça, c'est quand même lié à la notion d'industrie créative. Et puis par ailleurs, là, pour je crois, la copie privée sonore, il n'y a pas eu d'accord entre les partenaires. Voilà, donc il y a l'idée quand même qui s'affirme chez les professionnels français des industries de la culture qu'ils sont intégrés dans un tout et qu'il faut qu'il y ait des solidarités qui se mettent en place. La question de Google, qui a accepté de financer un fonds d'aide à la presse, participe aussi de ce mouvement. Merci Philippe, et je profite de l'occasion pour remercier également Gaëtan Tremblay. Nous avons eu deux très importantes communications. On va donc prendre un quart d'heure de pause, si vous voulez bien. Le café se trouve de l'autre côté. Et puis nous nous retrouvons donc vers midi 10 à peu près pour la seconde partie de cette matinée avec François Dubreuil